Le jour de mon 18e anniversaire, mon père m'a jeté un billet de $50 et m'a dit « Sors d'ici, j'ai fini de payer pour l'erreur d'un autre homme ». Il pensait que c'était l'insulte ultime. J'ai ramassé le billet, j'ai souri et je lui ai tendu une enveloppe scellée que je gardais depuis des années. Je sais, ai-je dit. Et mon vrai père attend dehors. Il a regardé par la fenêtre et son visage est devenu livide. Je m'appelle Athéna Anderson et j'ai 18 ans. Le jour de mon anniversaire, l'homme qui m'a élevé m'a jeté un billet de $50 au visage, et m'a dit de déguerpir parce qu'il en avait fini de payer pour l'erreur d'un autre homme. Il avait attendu ce moment pendant 18 ans. 18 ans de silence glacial, de récital manqué, et d'insultes chuchotées quand il pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Il croyait que ces $50, accompagnés d'une porte claquée, marqueraient la fin de mon histoire. Il ne se doutait pas une seconde, que ce n'était que le début. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. J'adore avoir de vos nouvelles. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Pour comprendre ce qui s'est passé le jour de mes 18 ans, je dois vous ramener 10 ans en arrière, à la première fois où j'ai réalisé que je n'étais pas comme les autres enfants de ma famille. J'avais 8 ans. C'était le récital de printemps à l'école primaire Eaglands Ranch, et j'avais pratiqué la lettre à Élise pendant 3 mois d'affilée. Mes doigts connaissaient chaque note par cœur. Ma mère, Linda, était assise au premier rang avec son téléphone sorti, enregistrant chaque seconde. Elle portait sa robe bleue préférée, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions. Le siège à côté d'elle, lui, était vide. Richard avait eu une réunion de dernière minute. C'est ce que maman m'a dit quand j'ai demandé où il était. Mais même à 8 ans, j'avais remarqué qu'il n'avait jamais de réunion de dernière minute lorsque Tyler avait ses matchs de football. Tyler avait 4 ans à l'époque, et Richard assistait à absolument tous les matchs, même ceux où mon petit frère se contentait de cueillir des pissenlits sur le terrain au lieu de jouer. Après le récital, j'ai trouvé maman dans le couloir. Ses yeux étaient rouges, mais elle souriait et m'a dit que j'avais été merveilleuse. « Pourquoi papa ne vient jamais à mes spectacles ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste serré dans ses bras, plus fort que d'habitude. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendu furtivement pour prendre de l'eau, et j'ai entendu des voix dans la cuisine. Richard et maman. Ils ne savaient pas que j'écoutais. « Je t'ai dit que je ne peux pas faire semblant éternellement, » disait Richard. « Chaque fois que je la regarde, je vois l'erreur que tu as commise. C'est une enfant, Richard. Elle est innocente dans tout ça. Ce n'est pas mon enfant. Elle ne l'a jamais été. Et le jour où elle aura 18 ans, elle dégage de cette maison. » Je ne comprenais pas ce que signifiait le mot erreur à l'époque. Je ne savais pas pourquoi Richard me regardait différemment de la façon dont il regardait Tyler. Mais j'avais compris une chose clairement, quoi que ce soit qui clochait chez moi, cela faisait pleurer ma mère. Je suis retourné au lit sans boire mon eau, et j'ai commencé à compter. Non pas les jours jusqu'à ce que je puisse partir, mais les jours jusqu'à ce que je puisse comprendre pourquoi je n'étais jamais assez bien. La différence entre Tyler et moi n'était pas seulement émotionnelle. Elle était financière. Et au moment où j'ai eu 16 ans, j'avais les reçus pour le prouver. C'était en septembre de ma première année de lycée. L'inscription au SAT, examen d'entrée à l'université, était due, et j'avais besoin de $200. 150 pour le test, 50 pour les livres de préparation. J'ai approché Richard dans son bureau à domicile, où il était assis à examiner des feuilles de calcul pour Mersey Holloway Property, la société d'immobilier commercial où il occupait le poste de vice-président du développement commercial. « J'ai besoin d'argent pour le SAT, » ai-je dit. Droit au but. J'avais appris il y a des années que Richard préférait l'efficacité aux amabilités. Il n'a pas levé les yeux. « Trouve-toi un travail. La date limite d'inscription est dans 2 semaines. Je n'ai pas le temps de. Tyler a besoin de nouvelles chaussures de foot. Les bonnes coûtent $350. Je ne peux pas jeter l'argent par les fenêtres pour tout le monde. $350 pour des chaussures de foot, pour un gamin de 14 ans qui ne rentrerait plus dedans dans 6 mois. Mais $200 pour mon examen d'entrée à l'université, c'était jeter l'argent par les fenêtres. J'ai trouvé un travail dans un café appelé Broad Awakening, à 3 pâtés de maison de l'école. Salaire minimum, 15 heures par semaine. Il m'a fallu 3 mois pour économiser assez pour le SAT et les livres,
tout en payant ma propre facture de téléphone, car Richard m'avait retiré du forfait familial quand j'ai eu 15 ans. Tyler, pendant ce temps, recevait un nouvel iPhone chaque mois de septembre, le dernier modèle. Sans qu'on lui pose la moindre question. Quand mes résultats au SAT sont arrivés, 1480 sur 1600, soit le 96e centile, j'ai laissé le relevé de notes sur le comptoir de la cuisine, là où tout le monde pouvait le voir. Personne ne l'a mentionné. Pas Richard. Pas Karen, sa seconde femme. Pas même Tyler, qui ne comprenait probablement pas ce que les chiffres signifiaient. Maman aurait été fière. Elle était partie depuis 4 ans à ce moment-là, emportée par un cancer du sein quand j'avais 12 ans. Mais j'aime à penser qu'elle regardait, d'une manière ou d'une autre. Je n'ai plus jamais demandé d'argent à Richard après ça. Si je devais construire mon avenir seul, je le ferais. Mais j'ai aussi tenu un registre de chaque disparité, chaque affront, chaque dollar qui allait à Tyler au lieu de moi. Je ne le savais pas alors, mais ce registre allait devenir important plus tard. Ma mère est morte un mardi de novembre. Elle avait 41 ans. J'en avais 12. Le cancer avait été agressif, 14 mois entre le diagnostic et la fin. J'ai passé la majeure partie de cette année assise au chevet de son lit d'hôpital, à lui lire ses livres préférés à voix haute, tandis que les machines émettaient leur rythme régulier et incessant. 3 jours avant son décès, maman a demandé aux infirmières de nous laisser seuls. Elle était faible, sa voix n'était qu'un murmure, mais sa poigne sur ma main était étonnamment forte. « Il y a une lettre », a-t-elle dit. Dans ma boîte à bijoux, celle avec les roses sur le couvercle. Je connaissais la boîte. Elle trônait sur sa commode, remplie de bijoux qu'elle ne portait plus. Un collier de perles de sa mère, un bracelet en argent de sa remise de diplôme universitaire. « Ne l'ouvre pas avant tes 16 ans, a-t-elle continué. « Promets-moi, Athéna. » 16 ans. Pourquoi 16 ans? Parce que tu seras assez grande pour comprendre, et assez forte pour le supporter. J'ai promis. Je ne savais pas ce que je promettais, mais j'aurais accepté n'importe quoi venant d'elle. Elle est morte 3 jours plus tard, alors que je tenais sa main et que Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, en train de vérifier sa montre. 11 mois après les funérailles, Richard a épousé Karen. C'était une agent immobilier qu'il avait rencontrée lors d'un événement d'entreprise, blonde, soignée, impatiente de jouer le rôle de Madame Mercé. Le premier acte de Karen en tant que belle-mère a été de réorganiser la maison. Les vêtements de maman sont partis au don. Ses livres sont allés au garde-meubles. Sa boîte à bijoux a failli finir au grenier. Mais je l'ai saisie en premier. C'est à moi, ai-je dit, en la serrant contre ma poitrine. Karen a regardé Richard. Il a haussé les épaules. Laisse-la garder ça. C'est juste de la camelote. J'ai caché la boîte au fond de mon placard, derrière des manteaux d'hiver devenus trop petits. Et j'ai attendu 4 ans. C'est le temps que j'ai tenu ma promesse. Je n'avais aucune idée qu'une seule lettre allait tout changer. Le jour de mes 16 ans, j'ai ouvert la boîte à bijoux. C'était un samedi matin. Karen avait emmené Tyler à un tournoi de football à Colorado Springs. Richard était au terrain de golf, au Cherry Hills Country Club, où il passait la plupart de ses week-ends à prétendre être plus important qu'il ne l'était. Je me suis assise sur mon lit, la boîte couverte de roses sur mes genoux. Mes mains tremblaient alors que je soulevais le couvercle et trouvais l'enveloppe, glissée sous un rang de perles. Mon nom était écrit sur le devant, de l'écriture de maman. Athéna. La lettre faisait 3 pages, écrite sur son papier à lettres personnelles, datée du 15 août 2019, 2 mois avant son diagnostic. Je l'ai lu 2 fois avant que les mots ne s'imprègnent. Ma chérie Athéna, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu es assez grande pour connaître la vérité. Richard n'est pas ton père biologique. Avant de l'épouser, j'ai eu une brève relation avec un homme nommé Marcus Holloway. Cela s'est terminé quand il s'est fiancé à quelqu'un d'autre. Je ne savais pas que j'étais enceinte jusqu'à ce qu'il soit parti. Richard me faisait la cour à l'époque, et j'ai pris une décision que je regrette depuis toujours. Je l'ai épousé et je l'ai laissé croire que tu étais de lui. Il l'a découvert quand tu avais 3 ans. Il a trouvé un test ADN que j'avais caché. Il connaît la vérité depuis 15 ans, Athéna. Il a choisi de garder le silence parce qu'il ne voulait pas subir l'humiliation d'admettre que sa femme avait été avec un autre homme. Je suis désolé de ne jamais te l'avoir dit. J'avais peur de te perdre, mais tu mérites de savoir qui tu es. Marcus n'a jamais su pour toi.
Ce n'était pas juste pour lui non plus. Cette lettre a été notariée et déposée chez mon avocate, Eleanor Vance, chez Vance et Associates. Elle a pour instruction de t'aider si jamais tu en as besoin. Tu n'es pas une erreur, Athéna. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite, et ton vrai père mérite de savoir que tu existes. Tout mon amour pour toujours, maman. Je suis restée assise là pendant 1 heure, à relire la lettre encore et encore. Tout prenait enfin un sens, et rien ne serait plus jamais pareil. Ce soir-là, j'ai tapé Marcus Holloway Denver dans Google. Les résultats étaient stupéfiants. Marcus Holloway, PDG et cofondateur de Holloway Capital Partners, un fonds de capital investissement spécialisé dans l'immobilier commercial et les énergies renouvelables. Actifs sous gestion, 2,3 milliards de dollars. J'ai fixé le mot milliard, avec un monsieur il y avait des photos. Un grand homme aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants, la même nuance que les miens. Il portait des costumes sur mesure sur la plupart des photos, se tenant à des podiums ou serrant la main de gouverneurs et de maires. Mais le détail qui a fait s'arrêter mon cœur était enfoui dans un article du Denver Business Journal de mars 2022. Holloway Capital continue de dominer le marché de l'immobilier commercial du Colorado, surpassant les offres de ses concurrents plus modestes dans au moins 7 transactions majeures au cours de la dernière décennie. L'article citait l'un de ses concurrents plus modestes, Mercer Holloway Property. J'ai failli rire. L'entreprise pour laquelle Richard travaillait portait le nom Holloway parce que Marcus en avait été le cofondateur il y a 20 ans. Ils s'étaient séparés suite à un litige commercial, et Marcus était parti bâtir un empire, tandis que Richard était resté vice-président de la firme qu'ils avaient lancée ensemble. Richard détestait Marcus Holloway. Je l'avais entendu se plaindre de ce bâtard arrogant lors de dîner, blâmant Marcus pour chaque affaire qui échouait, chaque contrat perdu au profit d'une offre plus élevée. Et maintenant, je savais pourquoi Richard me regardait avec tant de mépris. Chaque fois qu'il voyait mon visage, il voyait l'homme qu'il avait battu en tout. En affaires, en succès, et apparemment, dans le cœur de ma mère. La question était maintenant simple, Marcus Holloway voulait-il savoir que j'existais? J'ai attendu 6 mois avant de prendre contact. Je devais être stratégique. En septembre de ma dernière année de lycée, j'ai écrit une lettre à Marcus Holloway. Pas un email, une lettre physique, envoyée au siège de Holloway Capital Partners au centre-ville de Denver. J'ai inclus une copie de la lettre de maman et une demande simple, un test ADN indépendant pour confirmer la vérité. 2 semaines ont passé, puis 3. Je vérifiais la boîte aux lettres tous les jours, l'estomac noué par un mélange d'espoir et d'effroi. Le 18e jour, une réponse est arrivée, non pas de Marcus directement, mais de son avocate. La lettre était brève et professionnelle. Monsieur Holloway était disposé à subir un test ADN chez GenTrust Lab, un établissement certifié. Un rendez-vous avait été fixé au 15 octobre. Le test a pris 5 minutes, un frottis buccal, quelques papiers, et la promesse que les résultats arriveraient sous 2 semaines. Le 8 novembre, j'ai reçu le rapport. Dossier numéro jeté 2023-08 AM. Probabilité de paternité, 99,97%. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu avec un indicatif de Denver. Athéna. La voix était grave, mesurée. C'est Marcus Holloway. Je viens de recevoir les résultats. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge s'était complètement fermée. Je ne savais pas pour toi, a-t-il continué. Ta mère ne m'a jamais dit, mais maintenant que je sais, je ne vais nulle part. Je te le promets. Je l'ai cru. Le 15 mars est arrivé, froid et gris, le ciel lourd de nuages qui ne pouvaient décider s'ils allaient pleuvoir ou neiger. Je me suis réveillé à 6h47, 13 minutes avant mon réveil. Pendant un moment, je suis resté immobile, fixant le plafond de la chambre où j'avais dormi pendant 18 ans. Les murs étaient nus maintenant. J'avais décroché les posters et les photos il y a des semaines, les emballant dans des cartons qui attendaient dans le coin, prêts à partir. C'était le grand jour. Je pouvais le sentir dans mes os. J'ai pris une douche, je me suis habillé d'un jean et d'un pull bleu marine, et je suis descendu. La cuisine sentait le café et le pain grillé. Karen se tenait au comptoir, faisant défiler son téléphone. Tyler était assis à table, enfournant des céréales dans sa bouche tout en regardant quelque chose sur son iPad. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis entré. Pas de joyeux anniversaire, pas de carte, pas de gâteau. Je ne m'attendais à aucune de ces choses, mais l'absence piquait quand même.
Richard était assis en bout de table, lisant le Denver Post. Il ne m'a pas salué non plus, mais j'ai remarqué que sa mâchoire était serrée, ses épaules rigides. Il attendait ce jour depuis des années. Je me suis versé un verre de jus d'orange et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Elle était là, une Mercedes classe S noire, garée au coin de notre rue, juste visible à travers les branches nues du chêne dans notre jardin. Marcus était déjà là, il attendait. L'enveloppe dans la poche de ma veste semblait plus lourde que du papier ne devrait l'être. À l'intérieur se trouvaient les résultats ADN, une copie de la lettre de maman, et une photo de Marcus et moi prise il y a 2 mois dans un café du centre-ville, la première fois que nous nous étions rencontrés en personne. J'ai pris une lente inspiration. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prête. Richard a plié son journal et m'a regardé pour la première fois ce matin-là. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. Richard a fouillé dans son portefeuille et en a sorti un billet de 50 $. Il ne me l'a pas tendu. Il l'a jeté. Le billet a atterri sur la table devant moi, à côté de mon jus d'orange intact. « Tu as 18 ans maintenant », a-t-il dit. J'ai fini. J'ai fixé le billet de 50 $. Le visage d'Ulysse Grant me regardait en retour, indifférent. « Pardon ? Tu m'as entendu. » La voix de Richard était plate, répétée. Il avait pratiqué ce discours. J'ai rempli mon obligation légale. Tu es une adulte. Dégage. Karen a posé son téléphone. Richard, peut-être qu'on devrait rester en dehors de ça. Il ne l'a même pas regardé. Ses yeux étaient verrouillés sur les miens, remplis de 18 ans de ressentiment. Je le sais depuis que tu as 3 ans. Tu n'es pas ma fille. Tu ne l'as jamais été. Je ne t'ai gardé que parce que ta mère m'a supplié, et parce que je ne voulais pas que les gens posent des questions. Tyler a enfin levé les yeux de son iPad. Sa bouche est restée ouverte, les céréales oubliées. Mais Linda est partie maintenant, a continué Richard. Et je ne paierai plus pour l'erreur d'un autre homme. L'erreur d'un autre homme. Les mêmes mots que j'avais entendus quand j'avais 8 ans. J'ai ramassé le billet de 50 $ lentement, délibérément. Je ne voulais pas que Richard voie mes mains trembler. Tu penses que c'est une insulte, a-t-il dit. C'est plus que ce que tu mérites. J'ai failli sourire. Failli. Je sais, ai-je dit. Je le sais depuis 2 ans. L'expression de Richard a vacillé. Confusion, puis suspicion. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti l'enveloppe. Je l'ai posée sur la table, directement devant lui. Ouvre-la. Il a hésité, puis a déchiré l'enveloppe. J'ai observé son visage alors qu'il lisait les résultats ADN, alors qu'il reconnaissait l'écriture de maman sur la lettre, alors que la couleur quittait ses joues. Et mon vrai père, ai-je dit, attend dehors. La tête de Richard a pivoté vers la fenêtre. La Mercedes noire, la portière du conducteur qui s'ouvrait. Un grand homme aux cheveux argentés marchant sur le trottoir. Marcus Holloway. Le visage de Richard est devenu gris. Non, a-t-il chuchoté. Non, non, non. J'ai regardé Richard regarder Marcus. L'homme qui m'avait tourmenté pendant 18 ans, qui m'avait fait me sentir sans valeur, indésirable, invisible, était figé sur place. Sa main serrait le rapport ADN si fort que le papier se froissait sur les bords. Marcus a remonté notre allée avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Il portait un pardessus anthracite et des gants en cuir, ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré le vent de mars. C'est impossible, a soufflé Richard. Toi et lui. Linda est. Il n'a pas pu finir sa phrase. Avant toi, ai-je dit. Avant même qu'elle sache que tu existais. Karen était devenue pâle. Elle regardait tour à tour Richard et la fenêtre, essayant d'assembler les pièces de ce qui se passait. Tyler avait complètement abandonné son iPad, son apathie d'adolescent remplacée par un choc aux yeux écarquillés. Tu as planifié ça ? La voix de Richard s'est brisée. Tu as planifié ça depuis 2 ans, ai-je confirmé. Depuis que j'ai trouvé la lettre de maman. Depuis que j'ai appris que tu connaissais la vérité et que tu me punissais pour ça de toute façon. La sonnette a retenti. Personne n'a bougé. Elle a sonné à nouveau. J'y vais, ai-je dit. J'ai marché vers la porte d'entrée, mon cœur battant la chamade, mais mes pas étaient assurés. Je pouvais sentir les yeux de Richard me brûler le dos. Je pouvais entendre Karen chuchoter quelque chose de frénétique,
essayant probablement de comprendre comment cela affecterait son statut social. J'ai ouvert la porte. Marcus Holloway se tenait sur le porche, ses yeux bleus, mes yeux rencontrant les miens. « Prête ?» a-t-il demandé. « Prête. » Je me suis retourné pour regarder Richard une dernière fois. Il était toujours debout à la table de la cuisine, le billet de 50 $ oublié sur le sol. « Au revoir, Richard. » Marcus n'a pas attendu d'invitation. Il est passé devant moi pour entrer dans le hall, sa présence remplissant l'espace d'une manière que Richard n'aurait jamais pu égaler. « Richard. » La voix de Marcus était calme, presque agréable. « Ça fait un bail. » Richard a retrouvé son aplomb. « Sors de ma maison. Je suis ici pour récupérer ma fille. Celle que tu viens de jeter dehors avec un billet de 50 $. Marcus a jeté un coup d'œil à l'argent froissé sur le sol. « Généreux de ta part. Ce n'est pas ta. » Richard s'est arrêté. Les résultats ADN étaient toujours dans sa main. La preuve indéniable. 99,97%. Marcus a dit, Gen Trust Lab ne fait pas d'erreur. Et Linda non plus, apparemment, quand elle a choisi de ne pas me le dire. Karen a enfin parlé. Richard, qui est cet homme? Marcus Holloway, a craché Richard comme si le nom était du poison. Mon ancien partenaire commercial, celui qui sabote mes affaires depuis des années. Sabote? Marcus a haussé un sourcil. Je crois que le mot que tu cherches le surpasse. Il y a une différence. Je me tenais près de la porte, observant la confrontation se dérouler. Une partie de moi voulait intervenir, mais une plus grande partie comprenait que ce moment ne me concernait pas. Il s'agissait de Richard faisant face aux conséquences de sa cruauté. Tu penses avoir gagné quelque chose? Richard s'est approché de Marcus, les poings serrés. La prendre ne change rien. Elle reste l'erreur de Linda. Elle est toujours. Attention. La voix de Marcus a chuté, perdant son vernis agréable. C'est de ma fille que tu parles. Et j'ai passé les 6 derniers mois à apprendre exactement comment tu l'as traitée. Les mots ont flotté dans l'air. Je suis au courant pour l'argent du SAT que tu as refusé, a continué Marcus. Le forfait téléphonique que tu as coupé, le fonds fiduciaire que tu as vidé. Tout ça. Le visage de Richard est passé du gris au blanc. Comment? Peu importe comment. Ce qui compte, c'est que tout ce que tu as fait à Athéna aura des conséquences. À partir d'aujourd'hui. Marcus a mis la main dans son manteau et a sorti un dossier manille. Il l'a posé sur le comptoir de la cuisine, directement devant Karen, qui a tressailli comme s'il allait la mordre. Linda a laissé à Athéna un fonds fiduciaire, a dit Marcus. 180 000 $, à gérer par son tuteur légal jusqu'à ses 18 ans. Il a ouvert le dossier. Ce tuteur, c'était toi, Richard. La mâchoire de Richard s'est serrée. J'avais tous les droits d'accéder à ces fonds. Élever un enfant coûte cher. Vraiment? Marcus a sorti une feuille de calcul, des relevés bancaires surlignés et annotés. Selon ces registres, tu as retiré 47 000 $ au cours des 5 dernières années pour des dépenses liées à l'éducation de l'enfant. Il m'a regardé. Athéna, est-ce que Richard a payé pour ton inscription au SAT? Non. Ta facture de téléphone? Non. Fournitures scolaires, vêtements, activités extrascolaires? J'ai tout payé moi-même avec l'argent que j'ai gagné en travaillant dans un café. Marcus s'est retourné vers Richard. Alors, où sont passés ces 47 000 $? Silence. Les yeux de Karen ont darté vers la feuille de calcul. J'ai vu son expression changer. Pas exactement de la culpabilité, mais de la reconnaissance. Elle savait où cet argent était allé. Les camps de football de Tyler, le coaching privé de Tyler, le défilé sans fin de nouveaux appareils électroniques pour Tyler. C'est du détournement de fonds, a dit Marcus calmement. Selon la loi du Colorado, un administrateur qui détourne des fonds peut être tenu personnellement responsable. Plus les intérêts. Plus les frais juridiques. Tu ne peux pas prouver. Je l'ai déjà fait. Marcus a tapoté le dossier. Mon avocate, Eleanor Vance, examine ces dossiers depuis des mois. La même Eleanor Vance que ta femme, Linda, a engagé pour protéger les intérêts d'Athéna avant sa mort. Richard avait l'air sur le point de vomir.
Nous discuterons de tout cela plus en détail, a dit Marcus. Après le gala. Ah, une dernière chose. Marcus a sorti un deuxième document du dossier, un email imprimé avec les en-têtes et les horodatage. Le visage de Richard est passé du blanc au vert. 12 septembre 2018. Marcus a lu à haute voix. De Richard Mercé à son avocat personnel. Objet, problème d'héritage, confidentiel. Il a tenu le papier pour que tout le monde puisse le voir. J'ai besoin de connaître mes options pour minimiser les obligations d'héritage envers un enfant qui n'est pas biologiquement le mien. Plus précisément, puis-je l'exclure de mon testament sans en divulguer la raison? Et qu'advient-il du fonds fiduciaire de sa mère si l'enfant est retiré du foyer avant l'âge de 18 ans? Karen a halté. Même Tyler avait l'air perturbé. Où as-tu eu ça? La voix de Richard n'était qu'un murmure. Le service informatique de ton entreprise n'est pas aussi loyal que tu le penses, a dit Marcus. Surtout quand on leur offre de meilleures opportunités ailleurs. Je n'étais pas au courant de cet email. Marcus avait mentionné qu'il rassemblait des preuves, mais je n'avais pas réalisé à quel point il avait creusé. Tu prévoyais de me couper les vivres depuis que j'ai 12 ans, ai-je dit. Les mots sont sortis stables, factuels. Avant même que maman ne meure. Richard ne pouvait pas croiser mon regard. Le gala est dans une semaine, a dit Marcus, remettant les documents dans le dossier. Je te suggère de passer ce temps à consulter ton avocat, parce qu'après samedi soir, tout le monde dans la communauté des affaires de Denver saura exactement quel genre d'homme tu es. Il m'a tendu la main. Athéna, on y va. J'ai jeté un dernier regard à la cuisine, à l'expression figée de Karen, à la confusion de Tyler, à la composition de Richard qui s'effritait. Puis j'ai franchi la porte avec mon père. Mon vrai père. L'histoire ne fait que commencer, tout le monde. Richard m'a jeté dehors en pensant qu'il avait gagné, mais il n'avait aucune idée de qui était mon vrai père. Et la meilleure partie, c'est ce qui arrive. Dans une semaine, tous ceux que Richard a passé sa vie entière à essayer d'impressionner apprendront la vérité sur lui. Si vous voulez voir ce qui se passe à ce gala, cliquez sur j'aime et abonnez-vous tout de suite. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. J'aurais dû savoir que Richard ne partirait pas sans faire de bruit. La semaine suivant mon anniversaire, j'ai emménagé dans un appartement d'amis dans l'immeuble de Marcus, au centre-ville. Une tour élégante avec des baies vitrées du sol au plafond donnant sur la ville. C'était temporaire, juste jusqu'à ce que je commence l'université à l'automne, mais cela ressemblait à une autre planète comparée à la maison de Highlands Ranch. Pendant les premiers jours, je me suis laissé respirer. J'ai déballé mes cartons. J'ai exploré le quartier. J'ai dîné avec Marcus 2 fois. Des conversations maladroites mais authentiques où nous avons essayé de combler 18 ans de silence. Puis les attaques ont commencé. Le mardi 18 mars, j'ai reçu un appel de la directrice de mon lycée. Richard l'avait contacté en prétendant que j'étais émotionnellement instable et que j'inventais des histoires sur ma famille. Il a suggéré que je pourrais avoir besoin d'une évaluation psychologique avant la remise des diplômes. La directrice, heureusement, me connaissait assez bien pour être sceptique, mais l'appel m'a secoué. Le jeudi, un email est arrivé du bureau des admissions de l'Université du Colorado à Boulder. Objet, clarification nécessaire. Chère mademoiselle Anderson, nous avons reçu des informations suggérant des incohérences dans votre demande d'aide financière. Plus précisément, des préoccupations ont été soulevées concernant votre situation familiale et votre statut de tutelle. Veuillez contacter notre bureau pour planifier une réunion avant que votre inscription ne puisse être finalisée. Date limite, 1er avril. J'ai fixé l'email pendant 10 minutes avant d'appeler Marcus. Il essaie de détruire mon avenir, ai-je dit. Il ne peut plus me faire de mal directement, alors il s'en prend à tout ce que j'ai construit. Marcus est resté silencieux un moment. Eleanor Vance s'occupera de l'université et de la directrice. Richard est en train de creuser sa propre tombe. Il ne le sait juste pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Le gala est samedi. Il sera là pour accepter son prix, et nous aussi. Je ne comprenais pas encore. Mais j'allais comprendre. Richard n'allait pas seulement perdre. Il allait perdre devant tous ceux qui comptaient pour lui. Le 15e gala de charité annuel de la Chambre de commerce de Denver était l'événement social de la saison printanière. J'ai appris cela de Marcus, qui me l'a expliqué lors du dîner le vendredi soir, la veille de l'événement. 400 invités,
a-t-il dit en coupant son steak. Chefs d'entreprise, investisseurs, responsables municipaux, tous ceux qui comptent dans le monde de l'immobilier commercial de Denver seront là. Et Richard. Il est honoré en tant que développeur de l'année. Le sourire de Marcus était mince. Un prix pour lequel il fait campagne depuis 2019. C'est la validation qu'il a toujours voulu, la preuve qu'il appartient à l'élite de la ville. J'ai poussé ma salade autour de mon assiette. Alors, on va le lui enlever. Non. Marcus a posé son couteau et sa fourchette. Nous allons le laisser se l'enlever lui-même. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous montrer. Le gala se tenait à l'hôtel Four Seasons du centre-ville, dans la grande salle de bal au 2e étage. Tenue de soirée, champagne, vente aux enchères silencieuses au profit des programmes d'alphabétisation pour enfants. Et Marcus Holloway était le sponsor principal, ayant fait un don de $500 000 à la cause. En tant que sponsor principal, je prononce le discours d'ouverture, a expliqué Marcus. J'ai environ 10 minutes sur scène avant qu'il ne commence à remettre les prix. Qu'est-ce que tu vas dire? Il a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. La vérité. C'est tout. Juste la vérité. J'ai pensé à Richard, probablement chez lui en ce moment même, en train de répéter son discours d'acceptation, pratiquant son sourire humble dans le miroir, imaginant les applaudissements, les poignées de main, les photos qui apparaîtraient dans le Denver Business Journal. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Qu'est-ce que je devrais porter? Ai-je demandé. Marcus a souri. Un vrai sourire cette fois, chaleureux et paternel. J'ai fait livrer quelque chose à ton appartement cet après-midi. Considère ça comme un cadeau d'anniversaire. Samedi 22 mars, 19h30. La robe bleu marine m'allait parfaitement. De la soie jusqu'au sol avec un décolleté modeste, élégante sans être voyante. Marcus avait bien choisi. Nous sommes arrivés au Four Seasons ensemble, sa main stable sur mon coude alors que nous traversions le hall doré. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les sols en marbre. Des couples bien habillés se mêlaient près du bar, leur rire résonnant sous les hauts plafonds. Je n'avais jamais assisté à quelque chose comme ça. Mon monde avait été fait de cafés et de couloirs de lycée, pas de salles de bal et de flûtes de champagne. Mais j'ai gardé le menton haut et les épaules en arrière, canalisant chaque once de sang-froid que j'avais développé au cours de 18 ans de survie dans la maison de Richard. Nous sommes entrés dans la salle de bal à 19h42. Je connais l'heure exacte parce que j'ai vérifié mon téléphone pour me souvenir de chaque détail. La pièce était magnifique. Des tables rondes drapées de lin blanc, des centres de table de rose blanche et d'eucalyptus, une scène au fond avec un podium et un écran géant affichant le logo de la chambre de commerce. Et là, près du bar, se tenait Richard. Il portait un smoking qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Karen était à côté de lui dans une robe rouge, riant de quelque chose qu'un des investisseurs avait dit. Richard tenait une flûte de champagne, gesticulant largement alors qu'il racontait une histoire sur une affaire récente. Puis il m'a vu. La flûte de champagne s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux sont passés de mon visage à Marcus, puis sont revenus sur moi. J'ai vu la couleur quitter ses joues en temps réel. Il s'est excusé auprès de son groupe et s'est dirigé vers nous, son expression meurtrière. « Qu'est-ce que tu fais là, bon sang ?» J'ai été invité, ai-je dit calmement. Mon père est le sponsor principal. Plusieurs têtes se sont tournées au mot au père. Des téléphones sont apparus dans les mains. Quelqu'un a chuchoté. La mâchoire de Richard s'est serrée si fort que j'ai cru que ses dents allaient se fissurer. Richard n'avait jamais été bon pour contrôler son tempérament, surtout après quelques verres. « Ton père ?» Il a ri, un son dur et laid. « Marcus Holloway n'est pas ton père. C'est un escroc qui t'utilise pour m'atteindre. » Les gens autour de nous avaient arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Un cercle se formait, attiré par la promesse d'un drame. Richard. Karen est apparue à son coude, le visage tendu par l'alarme. « Pas ici, s'il te plaît. » Il l'a repoussé. « Non. Tout le monde doit savoir ce qui se passe ici. » Il m'a pointé du doigt, son doigt tremblant de rage. « Cette fille n'est pas ma fille. Elle est le produit de la liaison de ma défunte femme. Une bâtarde que j'ai été forcé d'élever pendant 18 ans. » Ok de surprise, murmure. J'ai vu au moins 3 téléphones se lever, caméra pointée dans notre direction. Je lui ai donné un toit, a continué Richard,
sa voix montant. Je l'ai nourrie. Je l'ai habillée. Et c'est comme ça qu'elle me rembourse? En se montrant ici avec lui? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Richard faisait tout le travail lui-même. C'est une menteuse et une manipulatrice, tout comme sa mère l'était. Linda m'a trompé pendant des années. Et maintenant sa fille essaie de faire la même chose. Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. La salle de bal était devenue silencieuse. Même le quatuor à cordes avait arrêté de jouer. J'ai senti la main de Marcus sur mon épaule. Stable, rassurante. Tu as fini? Ai-je demandé à Richard. Son visage était rouge maintenant, les veines visibles sur ses tempes. Je ne fais que commencer. Tu penses que tu peux me ruiner? Tu n'es rien. Tu as toujours été rien. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, pour ce qui pourrait être la dernière fois. Je n'ai pas besoin de te ruiner, Richard. Tu le fais toi-même. Du coin de l'œil, j'ai vu Marcus marcher vers la scène. Il était temps. La maîtresse de cérémonie, une femme aux cheveux argentés dans une robe noire à paillettes, a tapoté le micro. Mesdames et messieurs, si je peux avoir votre attention, s'il vous plaît. Il est temps de commencer notre programme. Veuillez accueillir notre sponsor principal et conférencier d'honneur, Monsieur Marcus Holloway. Les applaudissements ont rempli la salle de bal. Marcus a monté les marches vers la scène avec l'assurance facile d'un homme qui s'était adressé à des milliers de publics. Il a serré la main de l'AMC, a ajusté le micro, et a souri à la foule. Merci à tous d'être ici ce soir, a-t-il commencé. Le gala de charité de la Chambre de commerce de Denver a recueilli plus de 12 millions de dollars pour les programmes d'alphabétisation des enfants au cours des 15 dernières années. C'est quelque chose dont nous devrions tous être fiers. Plus d'applaudissements. Richard avait battu en retraite à sa table, le visage toujours rouge, Karen chuchotant urgemment à son oreille. Ce soir, je veux parler de quelque chose de personnel, a continué Marcus. De la famille, des choix que nous faisons et des conséquences qui suivent. Un frisson de curiosité a traversé la foule. Ce n'était pas le discours typique d'un sponsor. Il y a 20 ans, j'ai fait un choix que je regrette depuis toujours. Je me suis éloigné de quelqu'un à qui je tenais parce que je pensais avoir de meilleures options. Je ne savais pas alors quelle portait mon enfant. Les murmures se sont intensifiés. J'ai vu des têtes tourner, cherchant le contexte. Il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre d'une jeune femme remarquable. Elle avait passé 2 ans à faire des recherches sur sa propre histoire, à rassembler des preuves, à monter un dossier. Elle a fait cela non pas par vengeance, mais pour la vérité, pour le droit de savoir d'où elle venait. Marcus m'a regardé directement. Cette jeune femme est ici ce soir, et j'aimerais vous la présenter, non pas comme un secret, non pas comme un scandale, mais comme ma fille. Il a tendu la main vers moi. Athéna, veux-tu me rejoindre sur scène? La marche vers la scène m'a semblé durer 1 heure. 400 visages me regardaient traverser le sol de la salle de bal. 400 paires d'yeux traquaient chacun de mes pas. J'entendais des chuchotements. La fille de Holloway. Qui est-elle? Il a dit 18 ans. J'ai monté les escaliers et j'ai pris la main de Marcus. Il m'a tiré doucement à ses côtés, face à la foule. Voici Athéna Anderson, a-t-il dit dans le micro. Ou comme j'espère qu'elle me permettra de l'appeler un jour, Athéna Holloway, ma fille. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont augmenté. Tout le monde n'applaudissait pas. Certains étaient trop stupéfaits, d'autres trop occupés à assimiler l'information, mais suffisamment l'ont fait pour que le son remplisse la pièce. Athéna a passé 18 ans dans un foyer qui ne voulait pas d'elle, a continué Marcus. On lui a dit qu'elle était une erreur. On lui a refusé un soutien de base, alors que son demi-frère recevait tout. Elle a payé son inscription au SAT en travaillant dans un café parce que l'homme qui était censé être son tuteur a refusé de lui donner 200 $. J'ai vu la table de Richard. Son visage était cendré. Karen avait la main sur sa bouche. Les autres invités à leur table s'éloignaient comme si la disgrâce de Richard pouvait être contagieuse. Malgré tout cela, a dit Marcus, Athéna a obtenu son diplôme avec une moyenne générale de 3,9. Elle a obtenu un score dans le 96e centile ACSAT. Elle a décroché une bourse partielle pour l'Université du Colorado à Boulder. Elle a fait tout cela seule, sans aide, sans soutien, sans que personne ne lui dise qu'elle en valait la peine.
Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants. J'ai manqué 18 ans de ta vie, Athéna. Je ne peux pas les récupérer, mais je peux te promettre ceci, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais seul. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était trop serrée, alors j'ai juste hoché la tête et serré sa main. Les applaudissements étaient assourdissants. Marcus a fait un geste vers le côté de la scène où une femme en tailleur gris sur mesure attendait. Pour ceux qui pourraient remettre en question la validité de ce que j'ai partagé, permettez-moi de présenter Eleanor Vance, associée principale chez Vance et Associates. Madame Vance a été la gardienne de la documentation qui prouve la filiation d'Athéna. Eleanor s'est avancée, sa présence imposant un respect immédiat. Elle avait la fin de la quarantaine, des traits nets et l'attitude posée de quelqu'un qui avait passé des décennies dans les tribunaux. « Bonsoir », a-t-elle dit dans le micro. J'ai en ma possession les documents suivants. Premièrement, une lettre notariée écrite par Linda Anderson Mercer le 15 août 2019, attestant de la paternité biologique de Marcus Holloway envers sa fille, Athéna. Deuxièmement, les résultats des tests ADN de GenTrust Lab datés du 8 novembre 2023, confirmant une probabilité de correspondance paternelle de 99,97% entre M. Holloway et Mlle Anderson. Elle a tenu un dossier, le même dossier que Marcus avait montré à Richard il y a une semaine. Ces documents ont été authentifiés et sont disponibles pour examen juridique. Il n'y a aucune ambiguïté ici. Athéna Anderson est la fille biologique de Marcus Holloway. La salle bourdonnait de réactions. J'ai vu un journaliste du Denver Business Journal griffonner furieusement dans un carnet. Des téléphones étaient sortis partout, enregistrant, envoyant des textos, postant. La table de Richard était devenue un îlot de silence. Les autres invités avaient physiquement déplacé leurs chaises loin de lui. Personne ne voulait être associé à ce qui se déroulait. Une dernière chose, a ajouté Eleanor. Je suis également en possession de documents financiers indiquant que Richard Mercer, en tant qu'administrateur de l'héritage d'Athéna venant de sa défunte mère, a retiré 47 000 $ de son fonds fiduciaire sur une période de 5 ans. Les procédures judiciaires pour récupérer ces fonds débuteront lundi matin. Richard s'est levé brusquement, renversant sa flûte de champagne. Il n'a pas dit un mot. Il est juste sorti. Il n'est pas allé loin. Richard a fait environ 10 pas vers la sortie avant que quelqu'un ne crie « Tu t'enfuis, Mercer ». Il s'est arrêté, s'est retourné. Son visage était un masque de fureur à peine contrôlé. « C'est un coup monté », a-t-il crié, sa voix se brisant. Marcus essaie de me détruire depuis 20 ans. Il utilise cette fille pour finir le travail. La foule a bougé, mal à l'aise. Quelques personnes ont regardé Marcus, puis moi, puis sont retournées vers Richard. Le test ADN est faux, a continué Richard, marchant à grands pas vers la scène. Les documents sont falsifiés. Tout ça n'est qu'un mensonge conçu pour m'humilier. Marcus n'a pas bronché. GenTrust Lab est l'un des établissements les plus respectés du pays. Leurs résultats ont été utilisés dans des milliers de procédures judiciaires. Suggères-tu qu'ils font partie de ma conspiration? Je suggère que tu les as payés. Et la lettre de Linda, ta propre femme, est-elle falsifiée aussi? La bouche de Richard s'est ouverte, puis refermée. Il n'avait pas de réponse. Tu as traité ma fille de bâtarde devant 50 témoins, a dit Marcus, sa voix tombant vers quelque chose de froid et dangereux. Tu as admis publiquement que tu savais qu'elle n'était pas ton enfant biologique, et que tu lui en voulais pour ça. Tu as fait ça avant que je ne dise un seul mot. Des murmures d'accord ont parcouru la foule. Tout ce qui t'arrive ce soir, Richard, tu te le laisses attirer toi-même. Quelqu'un dans la foule a crié, et l'argent du fonds fiduciaire? Le visage de Richard est devenu pâle. C'est une affaire privée. 47 000 $? Une autre voix a crié. De l'héritage d'une enfant? C'est du vol. La foule se retournait. Je pouvais le sentir. Le jugement collectif basculait, la marée sociale s'éloignait de Richard et venait vers nous. Karen est apparue à ses côtés, tirant sur son bras. Richard, on doit partir maintenant. Cette fois, il n'a pas discuté. Ils ont fui par la porte latérale, laissant leur table vide. Le lundi suivant le gala, Eleanor Vance a déposé une plainte au tribunal du comté de Denver. Affaire numéro 2024 CV 0892. Plaignante, Athéna Anderson. Défendeur, Richard Mercer. La plainte était simple.
Manquement à l'obligation fiduciaire, détournement de fonds fiduciaires et défaut de gestion appropriée des actifs détenus pour un bénéficiaire mineur. Nous demandions le recouvrement intégral des 47 000 $ que Richard avait retirés, plus des intérêts à 8% par an, plus les frais d'avocat. Les preuves sont accablantes, m'a dit Eleanor lors de notre réunion cet après-midi-là. Son bureau était au 17e étage d'une tour du centre-ville avec vue sur les montagnes à l'ouest. Relevé bancaire, registre de retrait, autorisation signée. Tout est au nom de Richard. Et nous avons votre témoignage sur ce que vous avez réellement reçu. Rien. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Richard a 30 jours pour répondre. Il peut régler à l'amiable ou il peut se battre. Mais se battre signifie la découverte, et la découverte signifie que nous obtenons l'accès à tous ces dossiers financiers. Elle a souri légèrement. Je ne pense pas qu'il veuille ça. J'ai pensé à l'email que Marcus m'avait montré, celui où Richard demandait à son avocat comment m'exclure du testament. Si cet email existait, quoi d'autre était caché dans ces dossiers? Il y a autre chose, a continué Eleanor. La situation universitaire a été résolue. J'ai parlé avec le bureau des admissions ce matin. Ils ont examiné les préoccupations soulevées par Richard et les ont trouvées sans fondement. Votre inscription est confirmée. Le soulagement m'a envahi. Merci. Ne me remerciez pas, remerciez-vous. Vous avez bâti un dossier impeccable malgré tout ce qui jouait contre vous. Les accusations de Richard n'ont fait que le faire paraître mesquin et vindicatif. J'ai quitté le bureau d'Eleanor en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le processus juridique prendrait du temps, des mois probablement, mais l'issue ne faisait plus aucun doute. Richard avait passé 18 ans à me faire sentir impuissante. C'était terminé maintenant. L'avocat de Richard a appelé Eleanor le 10 avril, 3 semaines après le dépôt de la plainte. Ils veulent régler à l'amiable, m'a dit Eleanor au téléphone. Remboursement intégral des 47 000, plus 8 500 d'intérêts courus, plus nos frais juridiques, 12 000 $. Ils acceptent également de transférer le solde restant du fonds fiduciaire de votre mère immédiatement. J'ai fait le calcul dans ma tête. C'est plus de 200 000 $ au total. 200 500 pour être précis. Et ils ne contestent rien. Pas de découverte, pas de déposition, pas de procès. Pourquoi? Parce que Richard ne peut pas se permettre d'être scruté. Le gala a été un désastre pour lui, professionnellement et personnellement. Ses partenaires chez Mercer Holloway prennent leur distance depuis lors. Une bataille juridique prolongée ne ferait qu'aggraver les choses. L'accord a été signé le 15 avril, exactement un mois après mon 18e anniversaire. Je n'ai pas assisté à la signature. Je n'avais pas besoin de voir le visage de Richard pendant qu'il rédigeait le chèque. Je n'avais pas besoin de ses excuses, qu'il n'a d'ailleurs pas offertes selon Eleanor. Ce dont j'avais besoin, c'était de tourner la page, et c'est ce que j'ai obtenu. L'argent a été déposé sur mon compte 3 jours plus tard. J'ai fixé le solde sur l'écran de mon téléphone pendant un long moment. 200 500 $. Ce n'était pas vraiment une question d'argent. C'était le fait d'être vu, d'être reconnu, qu'on me dise enfin que ce qui m'était arrivé était mal. Richard avait passé 18 ans à me traiter comme si je ne valais rien. Maintenant, il avait payé, littéralement, pour cette erreur. Marcus m'a emmené dîner le soir où l'argent du règlement est arrivé. Un restaurant italien calme à l'eau d'eau, le genre d'endroit avec des nappes blanches et des bougies vacillant dans des bouteilles de vin. Je veux payer pour tes études, a-t-il dit après que nous ayons commandé. Tout. Les frais de scolarité, le logement, les livres, tout. J'ai posé mon verre d'eau. J'apprécie, mais non. Il a eu l'air surpris. Pourquoi pas? Parce que j'ai passé 18 ans à prouver que je n'avais besoin de personne. Je ne vais pas commencer à dépendre de quelqu'un maintenant. Même de toi, Athéna. Je suis ton père. Ce n'est pas de la dépendance. C'est la famille. Je sais. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai touché la sienne. Et je suis reconnaissante que tu sois dans ma vie, mais je dois faire ça moi-même. L'argent du fonds fiduciaire, ma bourse. C'est suffisant. Plus que suffisant. Marcus est resté silencieux un moment. Je pouvais le voir lutter avec ça. L'instinct de pourvoir aux besoins combattant contre la reconnaissance de mon besoin d'autonomie. Ta mère t'a bien élevé, a-t-il finalement dit. Elle l'a fait. D'accord. Il a serré ma main.
Mais si jamais tu as besoin de quoi que ce soit du tout, je suis là. Sans condition. Je sais. Nous avons fini le dîner en parlant d'autre chose. De son entreprise, de mes projets pour l'université, de l'appartement que je regardais près du campus. Une conversation normale père-fille, ou du moins ce que j'imaginais qu'une conversation normale père-fille pouvait être. Je n'avais pas besoin de l'argent de Marcus pour prouver que j'en valais la peine. Je l'avais déjà prouvé chaque jour pendant 18 ans. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez ont vécu quelque chose de similaire. Être négligé, sous-estimé, avoir l'impression de ne pas compter pour les personnes qui étaient censées vous aimer. Si cette histoire résonne en vous, laissez un commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo. Parfois, savoir que l'on n'est pas seul est la chose la plus importante. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la fin. Nous y sommes presque. Les retombées pour Richard ont été rapides et brutales. Cela a commencé le soir du gala, lorsque la Chambre de commerce a discrètement retiré sa nomination de développeur de l'année. Pas d'annonce, pas d'explication, juste un bref email aux participants le lendemain matin indiquant qu'en raison de circonstances imprévues, le prix ne serait pas présenté cette année. Mais ce n'était que le début. Le 10 avril, le jour même où l'avocat de Richard appelait pour négocier le règlement, le Sterling Investment Group s'est retiré d'un projet de développement conjoint qui était en préparation depuis 18 mois. L'affaire valait 12 millions de dollars. Selon l'email que Richard a reçu qui a trouvé son chemin vers le Denver Business Journal d'une manière ou d'une autre, le PDG de Sterling a écrit « Nous ne pouvons pas associer notre marque à des individus dont la conduite personnelle soulève des questions sur le jugement éthique. » L'article est paru le 5 avril sous le titre « Un scandale familial jette une ombre sur un ancien cadre de Mercer Holloway ». Ancien. Parce qu'à ce moment-là, Richard était déjà parti. Le conseil d'administration de Mercer Holloway Property a tenu une réunion d'urgence le 1er mai. Je n'y étais pas, évidemment, mais Marcus avait des sources à l'intérieur de l'entreprise. Le vote a été unanime. Richard démissionnerait avec effet immédiat, avec une indemnité de départ modeste et un accord de non-divulgation strict. Le communiqué de presse officiel a cité des raisons personnelles et un désir de passer plus de temps en famille. Personne n'y a cru. En 2 mois, Richard Mercer avait perdu son prix, sa plus grosse affaire, et sa carrière. La maison de Highlands Ranch a été mise sur le marché en juin. Karen a apparemment décidé que rester dans un quartier où tout le monde connaissait leurs affaires était insupportable. Je n'ai pas ressenti de joie face à la chute de Richard. Je n'ai pas ressenti de vengeance ou de triomphe. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus calme, quelque chose comme la paix. Pendant 18 ans, Richard avait eu du pouvoir sur moi. Il avait contrôlé où je vivais, ce que je mangeais, si je me sentais la bienvenue dans ma propre maison. Il m'avait fait me sentir petite, sans valeur et invisible. Maintenant, le monde pouvait voir qui il était vraiment. Et j'étais enfin libre. Karen et Tyler ont été des dommages collatéraux dans l'implosion de Richard. Je n'avais pas prévu ça comme ça, mais je ne pouvais pas prétendre que je ne l'avais pas anticipé. Karen a disparu des réseaux sociaux dans la semaine suivant le gala. Son Instagram, où elle avait posté des photos soigneusement sélectionnées de sa famille parfaite, est passé en privé, puis a disparu entièrement. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait arrêté d'aller à son club de lecture, à ses cours de tennis, à ses réunions de comité de charité. Je ne me sentais pas désolé pour elle. Elle avait regardé Richard me traiter comme une ordure pendant 6 ans et n'avait jamais dit un mot. Son silence la rendait complice. Tyler était différent. Il avait 14 ans, assez vieux pour comprendre ce qui s'était passé, assez jeune pour que je ne puisse pas le tenir entièrement responsable. Il avait grandi en croyant au récit que Richard lui servait, que j'étais l'étrangère, le problème, la raison pour laquelle leur famille n'était pas parfaite. 3 mois après le gala, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Athéna, c'est Tyler. J'ai eu ton numéro sur le téléphone de maman. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais je voulais dire que je suis désolé. Je ne savais pas à quel point les choses étaient dures pour toi. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre immédiatement, lui dire que c'était bon, reconstruire une sorte de relation. Mais une autre partie, la partie qui avait passé 18 ans à être invisible, avait besoin de plus de temps. J'ai répondu « Merci de m'avoir contacté. Je ne suis pas encore prête à parler, mais j'apprécie que tu aies dit ça. » Il a répondu « Je comprends.
Quand tu seras prête. Si jamais tu es prête. J'ai enregistré son numéro, mais je ne l'ai pas ajouté à mes contacts. Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. En août, j'ai déménagé à Boulder. Mon appartement était petit, un 2 pièces dans un complexe près du campus avec une vue sur les Flatiron depuis la fenêtre de la cuisine. Je l'ai meublé avec des trouvailles d'occasion venant de friperies et de Facebook Marketplace, un canapé bleu, un bureau en bois, un cadre de lit qui grinçait quand je me retournais la nuit. C'était parfait. L'argent du fonds fiduciaire reposait sur un compte d'épargne, gagnant de modestes intérêts. Je l'ai utilisé pour les frais de scolarité et le loyer, en prenant soin de budgétiser pour qu'il dure les 4 années. Ma bourse couvrait le reste. Je n'ai pas touché un centime de l'argent de Marcus. Je n'en avais pas besoin. Les cours ont commencé la dernière semaine d'août. Je me suis inscrite en majeure commerce avec une mineure en communication. Mes professeurs étaient exigeants, ma charge de cours lourde, mais je m'épanouissais d'une manière que je n'avais jamais connue au lycée. Pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de gens qui ne connaissaient pas mon histoire, qui me jugeaient uniquement sur ce que je leur montrais. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans une petite agence immobilière du centre-ville. Pas l'entreprise de Marcus, rien de lié à Richard, juste une agence locale qui avait besoin de quelqu'un pour répondre au téléphone et organiser les dossiers. La paie était modeste, mais l'expérience était inestimable. Marcus me rendait visite une fois par mois, toujours le dimanche. Nous prenions un brunch dans un café sur Pearl Street, parlant des cours, du travail et du lent processus d'apprendre à nous connaître. Il ne poussait jamais. Il n'essayait jamais d'acheter mon affection. Il se montrait juste, constamment, comme un père le devrait. En octobre, je m'étais fait des amis. En novembre, j'avais commencé à sortir avec un gars de mon cours d'économie, Jake, un natif du Colorado avec un rire facile et aucune connaissance de mon passé compliqué. Je ne lui ai pas parlé de Richard, ni du gala, ni du procès. Pas encore. Cette histoire appartenait à mon passé, et je construisais quelque chose de nouveau. Pour la première fois en 18 ans, je me réveillais chaque matin sans crainte. Je me réveillais avec espoir. 6 mois après le gala, Richard m'a envoyé un email. J'ai failli le supprimer sans le lire. Son nom dans ma boîte de réception ressemblait à une violation, un rappel de tout ce que j'avais travaillé à laisser derrière moi. Mais la curiosité l'a emporté. Athéna, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, mais j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, et je réalise que je te dois une explication, peut-être même des excuses. J'aimerais parler si tu es disposé. Richard. Pas de cher. Pas de sincèrement. Aucune reconnaissance du mal spécifique qu'il avait causé. Juste un geste vague vers la réconciliation, comme si 18 ans de cruauté pouvaient être effacés avec un seul email. Je n'ai pas répondu directement. Au lieu de cela, j'ai appelé Eleanor Vance. Je veux lui envoyer un message par le biais de votre bureau, ai-je dit. Quelque chose d'officiel. Quelque chose de définitif. Elle a compris immédiatement. La lettre a été envoyée 3 jours plus tard sur papier à en-tête de Vance et Associates. Monsieur Mercé, Mademoiselle Anderson a reçu votre communication datée du 22 septembre. Elle m'a demandé de transmettre la réponse suivante, vous avez eu 18 ans pour me traiter avec une décence humaine élémentaire. Vous avez choisi de ne pas le faire. Vous connaissiez la vérité sur ma filiation et l'avez utilisée comme justification pour la négligence et la violence émotionnelle. Vous avez volé mon héritage. Vous avez tenté de saboter mon éducation et mon avenir. Je ne suis pas intéressé par vos explications ou vos excuses. Je ne souhaite plus avoir aucun contact avec vous. Ce n'est pas une vengeance. C'est une limite. Veuillez ne plus tenter de me joindre. Athéna Anderson. Richard n'a jamais répondu. Je ne sais pas s'il était en colère, blessé ou soulagé. Je m'en fichais. Certaines personnes méritent une seconde chance. Richard n'en faisait pas partie. Le pardon ne signifie pas laisser quelqu'un revenir dans votre vie pour vous blesser à nouveau. Parfois, le pardon signifie simplement lâcher prise et s'éloigner. Construire une relation avec Marcus était comme apprendre une nouvelle langue. Nous avions les bases, un ADN partagé, des traits communs, un désir partagé de se connecter. Mais la fluidité prendrait des années. Nos brunchs mensuels sont devenus un rituel. Il descendait de Denver le dimanche matin, arrivant toujours à 10h pile. Nous commandions les mêmes choses toast à l'avocat pour moi,
Bénédicte pour lui et parlions de tout et de rien. Certains jours étaient faciles. Nous discutions de sa dernière affaire commerciale ou de mes examens à venir, riant de mauvaises blagues et découvrant des intérêts communs. Il aimait le jazz, moi aussi. Il détestait la coriandre, moi aussi. De petites choses, mais elles s'accumulaient. D'autres jours étaient plus durs. Il y avait des silences qui s'étiraient trop longtemps. Des questions qui n'avaient pas de bonne réponse. Comment résume-t-on 18 ans d'absence? Comment fait-on le deuil d'une relation qui n'a jamais existé? Je n'essaie pas de remplacer le temps que nous avons perdu, m'a dit Marcus une fois, en remuant son café. Je sais que c'est impossible. Je veux juste être là pour tout ce qui viendra ensuite. C'est suffisant, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Le jour de mes 19 ans, Marcus a conduit jusqu'à Boulder avec un petit gâteau et une carte. Pas de cadeaux extravagants, pas de grands gestes, juste nous deux dans mon minuscule appartement, mangeant du gâteau au chocolat et regardant le coucher de soleil peindre les flatirons en rose et or. Joyeux anniversaire, Athéna, a-t-il dit. Merci, papa. C'était la première fois que je l'appelais ainsi. Ses yeux ont brillé, mais il n'en a pas fait tout un plat. Moi non plus. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Avec le recul, je me demande parfois ce qui se serait passé si je n'avais jamais trouvé cette lettre. Si je n'avais jamais contacté Marcus. Si j'avais juste accepté les $50 de Richard et disparu dans le monde, une autre enfant oubliée d'un foyer brisé. Mais j'ai trouvé la lettre. J'ai pris contact. Et tout a changé. Voici ce que j'ai appris de 18 ans passés à être invisible. Premièrement, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Richard me voyait comme une erreur, un fardeau, un rappel de la trahison de sa femme, mais sa perception n'a jamais été ma réalité. J'ai toujours été plus que ce qu'il voyait. Deuxièmement, les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont essentielles. Couper Richard de ma vie n'était pas une vengeance. C'était de l'autopréservation. Je ne dois à personne l'accès à ma paix. Troisièmement, la famille n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui se montrent pour vous, qui vous choisissent, qui vous aiment sans condition. Marcus et moi partageons de l'ADN, mais ce qui fait de lui mon père, c'est l'effort qu'il fournit chaque jour. Je suis étudiante en 2e année maintenant, j'étudie le commerce et je rêve de lancer ma propre société immobilière un jour. Pas pour rivaliser avec Richard ou Marcus, juste pour me prouver à moi-même que je peux construire quelque chose à partir de rien, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti négligé, sous-estimé ou invisible, je vous vois. Votre histoire n'est pas terminée. Les gens qui vous ont rejeté ne décident pas de votre fin. C'est vous qui décidez. Merci d'être resté jusqu'à la fin de mon histoire. Maintenant, je veux vous demander, si vous étiez moi, auriez-vous répondu à l'email de Richard? Commentez oui si vous lui auriez donné une chance, ou non si vous êtes d'accord avec ma décision. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine histoire. Je vous verrai dans la prochaine. Prenez soin de vous.